Le niveau de nos élèves en mathématiques continue de baisser, ce qui est préoccupant, inquiétant, quand on sait que les maths sont au cœur et à la clé de la révolution numérique et énergétique. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On est vraiment si médiocre que ça en maths. D'ailleurs, c'est qui, nous? C'est moi, peut-être moi, vous me visez moi. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça d'ailleurs? Alors, il y a une grosse enquête qui va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle l'enquête TIMSS. Il y a deux grosses enquêtes internationales qui comparent les niveaux des élèves d'un pays à l'autre. Il y a l'enquête PISA de l'OCDE, et puis l'enquête TIMSS, qui est faite par une association de chercheurs en éducation. Et donc, on va avoir ça qui va sortir la semaine prochaine. La dernière fois qu'il y a eu une telle enquête, c'était l'an dernier, il y a pratiquement un an jour pour jour, c'était l'enquête PISA. Et elle montrait que le niveau en maths baissait un peu partout, et que ça avait niveau en maths, pas de vous, de gens encore plus jeunes que vous, puisqu'il s'agit des lycéens à l'âge de 15 ans. L'enquête PISA mesure le niveau scolaire en écriture, en lecture et en mathématiques des élèves à l'âge de 15 ans, quand ils sont en seconde en gros. Et donc ça montrait que ça avait baissé partout, et ça avait sans doute à faire avec le Covid, l'épidémie de Covid, qui a fait que les élèves ont manqué beaucoup de semaines, voire parfois de mois de classe. Donc le niveau a baissé partout, mais il a baissé beaucoup plus en France. Et en France, quand on regarde l'évolution depuis que l'enquête PISA existe, c'est-à-dire depuis 20 ans, on voit qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont faibles en maths. Il y en avait, dans la dernière enquête PISA, 59%, alors qu'on était à 30% il y a 20 ans, donc voilà. Et chez les meilleurs, il y avait... Il y a toujours des cracks en maths. Il y a toujours des cracks, et on va en parler évidemment. Les cracks, il y en avait seulement 7%. C'était la première fois que que la France passait au-dessous de la moyenne des pays avancés, des pays membres de l'OCDE. Et donc, il reste des cracks, mais il y en a de moins en moins. Bon, ça c'est l'enquête PISA. Et sur TIMSS, alors quelle note on devrait avoir sur cette enquête TIMSS qui teste en fait les élèves de CM1 et de 4e? Voilà, alors on a des classes d'âge différentes, et c'est intéressant d'avoir à plusieurs niveaux. Et on risque de constater à nouveau une baisse. Et aussi, un point tout à fait ennuyeux, c'est aussi des inégalités qui sont de plus en plus fortes entre les très bons et les très mauvais. Et les très bons sont très souvent issus des milieux favorisés, et les très mauvais des milieux moins favorisés. Donc on a cet écart-là qui s'accroît, et ça n'est pas bon, parce que des gens qui sont bons en maths, on va en avoir besoin de plus en plus. Oui. Alors on dit quoi? On dit que le niveau en maths baisse. Il est mauvais ou il baisse? Pas la même chose d'ailleurs. Il peut baisser tout en étant très bon. Alors, quand on regarde la France, dans l'enquête PISA maintenant, il y a plus de 100 pays. Donc parmi les plus de 100 pays, la France est à peu près au milieu. Mais elle décline, donc elle n'est pas parmi les élèves français ne sont pas parmi les plus mauvais au monde, mais ça décline. Et puis il y a des études qui essayent de faire un lien entre le niveau de développement, mesuré par le PIB par tête, et puis le niveau en maths. Et là, on voit que la France, elle est complètement aberrante par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que par rapport à son PIB par tête, elle devrait avoir un niveau en maths de ses élèves largement supérieur à ce qu'il est en réalité. Donc la conclusion, c'est qu'on a trop d'élèves qui sont faibles en maths, ouais. Et on a des cracks en maths, mais on en a moins qu'avant. On en a moins qu'avant, et puis on a une pointe en fait qui est de plus en plus étroite. Alors on se rassure, en France on dit ouais, mais on a régulièrement des médailles Fields. Oui, c'est vrai, voilà. J'aurais pu vous le dire. C'est des médailles qui sont attribuées à 4 chercheurs régulièrement, ouais. Et dans la dernière promotion, je crois que c'était celle de 2022, il y avait encore un Français, il y a 14 Français qui ont eu la médaille Fields, et il y en a régulièrement. Mais c'est une pointe très très fine. J'ai regardé les profils de tous les Français qui ont eu la médaille Fields depuis 40 ans, ils ont fait la même école, qui est l'école normale supérieure à Paris, et donc ils ont tous fait cette école. C'est-à-dire qu'on sélectionne en France à l'école par les maths, on sélectionne les meilleurs,
On leur apprend à travailler, hein, c'est notamment ce qu'on fait en classe préparatoire, on leur apprend à travailler énormément et aussi à développer des intuitions, de l'imagination, etc., qui leur servent pour la suite et qui leur permettent d'aller jusqu'à ce niveau d'excellence suprême reconnu à l'échelle mondiale. Mais cette pointe, elle est de plus en plus fine et derrière, il y a de moins en moins les gens qui ne sont pas les meilleurs du monde, mais qui sont simplement excellents en maths. Et bien cela, apparemment, ce que montrent ces études, c'est qu'on en a de moins en moins. Des efforts ont été faits quand même depuis 2017 pour faire plus de maths au lycée, sous Emmanuel Macron. Oui, mais ça c'est un peu comme si, voilà, il y a une maison qui est en train de s'enfoncer dans la terre et puis qui est du coup en train de se fissurer partout. Et comme si vous me disiez, ben on va voir pourquoi l'escalier du second étage il marche plus bien, etc. Ben, si l'escalier du second étage marche plus bien, c'est parce que la maison s'enfonce. Ce qu'il faut regarder, c'est les fondations. Et on a fait beaucoup de choses au niveau du lycée en France. On n'arrête pas d'ailleurs. Hein. Il y avait eu la réforme Blanquer et puis ensuite Emmanuel Macron, le président de la République, avait dit on est allé trop loin dans le fait de laisser le choix aux élèves de ne plus faire de maths en terminale. Donc il faut qu'ils en refassent au moins un peu. Et puis ensuite il y a Gabriel Attal qui a dit mais en fait il faudrait qu'ils en fassent davantage. On n'arrête pas de toucher à ce qui apparaît comme un jouet et qui n'est pas un jouet. Mais seulement pour les classes de seconde, première, terminale. Or, les fondations, c'est pas en seconde, première, terminale qu'elles s'acquièrent. C'est dès l'école primaire, voire dès l'école maternelle. Et ensuite, évidemment, au début du collège. Et c'est là qu'il faut agir. Et là, est-ce que vous avez entendu parler d'actions, à part des actions générales comme le dédoublement des classes dans les quartiers les plus en difficulté pour l'école primaire? À part ça, il n'y a aucune mesure sérieuse qui a été prise sur l'enseignement des maths. Mais on peut, Jean-Marc, relever la barre, donc il faudrait commencer à la maternelle. Qu'est-ce qu'il faudrait? On parle de quoi? On parle de mettre plus de profs, de renforcer, de changer, de revoir les méthodes d'enseignement des mathématiques C'est pas le plus de profs qui est en jeu, hein. Quand on fait toujours ces comparaisons internationales, on remarque qu'on n'a pas moins de profs. Ce qu'il y a, c'est changer la façon dont on enseigne. Les mathématiques. Les mathématiques. Pourquoi? C'est trop abstrait, trop... Parce qu'en France, on se place systématiquement au niveau de l'abstraction. Et les gens qui ne sont pas capables d'aller à l'abstraction depuis le départ, eh ben, ils calent et ils sont rejetés. Il y a d'autres méthodes qui sont très, très différente. C'est la méthode qui est la plus réputée au monde, hein, c'est la méthode de Singapour, un tout petit État, mais gros travail sur les mathématiques. Singapour est régulièrement en tête de toutes les comparaisons. Alors c'est quoi la méthode de Singapour? On construit pas à pas. On commence par du concret, on commence par de l'appréciation, on ajoute des cubes, on se repère dans l'espace. Très important pour les mathématiques, se repérer dans l'espace. On apprend à se repérer dans l'espace. Ça, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués. Donc, on commence par des choses extrêmement concrètes. Ensuite, on commence à schématiser. Et une fois qu'on a schématisé, on peut aller vers l'abstraction. En France, on part directement sur l'abstraction. On part sur les chiffres, plutôt que de voir les quantités, on part tout de suite sur les chiffres. Voilà. Et avec ces méthodes beaucoup plus intuitives, où on part vraiment du concret, on peut convaincre et beaucoup plus d'élèves et amener beaucoup plus d'élèves à se mettre naturellement dans un esprit qui se prête à l'apprentissage des mathématiques, et y compris en faisant des choses qu'on considère en France infaisables quand on est très jeune. Hein, la division en France, voilà, il y a un âge où on apprend la division. On peut commencer à apprendre la division, pas apprendre la division en faisant la barre, etc. Mais à voir ce que ça représente, on peut le faire intuitivement beaucoup plus tôt. Et donc ça, il y a des méthodes qui permettent de le faire, mais c'est pas dans la tradition française. La tradition française, on est dans une tradition... En France, on aime bien théoriser, on aime bien être dans l'abstrait, et c'est particulièrement vrai en mathématiques. Ce faisant, on laisse de côté la grande majorité de la population qui n'est pas capable de commencer dès le début par l'abstraction. Ouais. Et dans le supérieur, on va parler du secondaire avec l'enquête PISA. Teams, c'est avant. Et dans le supérieur, on pourrait dire quoi du niveau des mathématiques en France? Alors là, il n'y a pas de comparaison systématique. Il y a un écrémage qui a été fait. On ne peut pas dire. Il y a un écrémage qui a été fait. Ouais. Après, encore une fois, on peut dire donc qu'il y a une forme de médiocrité des Français en mathématiques quand on regarde les enquêtes PISA et oui, Teams. il y a une forme de médiocrité et
et qui se diffuse. Si on avait une médiocrité et puis que les choses s'amélioraient, on peut dire c'est pas génial, mais ça s'améliore. Là, ce qui est le plus inquiétant, c'est la dégradation, et la dégradation permanente, et la dégradation qui est ancienne. Et il y a des travaux qui ont... Donc je vous disais que PISA, ça remonte à il y a 20 ans. Il y a deux économistes qui ont essayé qui aiment bien travailler avec des chiffres et sur long terme. Ouais. Ça s'appelle la cliométrie. Donc il y a Claude Diebolt et Nadir Akinolt qui sont au BETA, qui est un laboratoire de recherche dans l'Est de la France. Ils ont fait des séries systématiques pour reconstituer des séries longues. Et on voit qu'il y a une rupture dans les années 1990. Le niveau en maths à l'école primaire et au secondaire, au collège, monte jusque dans les années 1990. Donc là, ça s'améliore. Mais depuis les années 1990 à l'école primaire et depuis le début des années 2000 au collège, ça se tasse, et ça se tasse très régulièrement. Il y a on fait faire les mêmes exercices qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et on voit que la proportion d'élèves capables de faire ces exercices se réduit. Et tout ça peut créer un électrochoc ou pas? Parce qu'il faut le dire, alors, et c'est vrai que vous avez très bien écrit, il faut lire votre papier aujourd'hui dans les Échos, mais les maths sont essentielles dans la transition et la révolution digitale et numérique en cours, dans la transformation énergétique. Il faut des matheux. Oui, on en a absolument besoin. La révolution numérique, l'étymologie du mot numérique, c'est numérus qui a donné nombre aussi. Ouais. Donc on voit bien, on a absolument besoin de gens qui savent pas forcément être des mathématiciens de génie, mais qui maîtrisent le cadre conceptuel des mathématiques. Quand vous regardez les Français qui vont à l'étranger, qui sont embauchés à l'étranger, dans quel domaine ils le sont? Ils le sont dans l'informatique, ils le sont dans la finance, ils le sont dans les dessins animés, ils le sont dans les jeux vidéo. Ça prouve qu'on est bon en maths. Ça veut dire qu'on a... Je parle de quelques centaines de personnes par an. On a des gens qui ont une vraie maîtrise, et une maîtrise qui est suffisamment forte pour qu'elle intéresse le monde entier et les meilleurs dans ses activités. Ouais. Et donc, on sait les faire, on sait fabriquer. Mais en trop petite quantité. Mais en trop petite quantité. Il y a un électrochoc, il y aura un jour un électrochoc en France sur cette question des mathématiques. Ce qui s'est passé avec l'enquête PISA, c'est assez intéressant dans plusieurs pays. Ça a été le cas en Allemagne, c'était le cas en Pologne, c'était le cas en Finlande. Ça a déclenché ce qu'on a appelé un choc PISA, c'est-à-dire le fait pour un pays de découvrir que sa jeunesse n'est pas à la hauteur dans des disciplines fondamentales. Ça a amené à prendre des décisions tout à fait importantes de refonte des cursus, de travail auprès des enseignants, et qui a abouti à des résultats assez remarquables dans toute une série de pays. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un choc. En France, on n'a pas eu le choc pour l'instant. Bon. Est-ce que ça plombe notre croissance? Parce qu'on parle du futur de l'avenir, mais est-ce que d'ores et déjà, on peut dire qu'il y a une corrélation entre les deux? Je n'ai pas j'ai pas eu la place d'en parler dans ma chronique, mais il y a des travaux qui montrent que, qui montre que cet affaiblissement en mathématiques, ça serait aussi associé avec un ralentissement de la croissance. Il y a un travail qui montre par exemple que si on rattrapait le 5e du retard qu'on a avec la Finlande sur le niveau en maths, on pourrait avoir au bout de 10 ou 15 ans une croissance une production, un PIB qui serait supérieur de 150 milliards d'euros. Ça fait quelques dixièmes de points par an de croissance. C'est loin d'être négligeable. C'est clair. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci David, au revoir.